Donc, toi, Alexis, tu as une entreprise qui s'appelle VR Academy et tu travailles sur les services digitaux. Je te laisse prendre la main là-dessus pour nous présenter un peu qui tu es et ce que vous faites. Ok. Les... Alors, VR Academy, c'est une agence de communication virtuelle et immersive. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, virtuel, c'est pour tous les services virtuels. Donc, ce qu'on virtuel 3D avec avatar, à ne pas confondre avec digital. On y reviendra plus tard. Et immersif, c'est Super. tout ce qui se passe au casque. D'accord. Donc, en général, ce sont des applications, et ça peut être du web VR au casque, mais tout ce qu'on fait en immersion au casque. Donc, à l'origine, on a démarré notre activité en faisant beaucoup d'événementiels. Donc, c'est une logique qui dépend des agences de communication événementielle de base. Évidemment, avec le Covid, l'événementiel s'est arrêté et on a eu de la chance puisque les technologies de réalité virtuelle fonctionnent sur le web, qu'on appelle le web VR. Et on a pu développer tous ces services dont on va parler aujourd'hui, qui répondent à une partie de la demande, pas totalement, mais une partie de la demande et avec des sujets qui sont assez intéressants. Voilà. Cool. Un super planning en tout cas. Peut-être, si tu veux que je continue, donc on parlait justement de la notion de virtualité, peut-être démarrer par ça, parce qu'effectivement, il existe beaucoup de services digitaux qui permettent de faire soit des séminaires, des événements virtuels, mais qui se font avec de la visio, hein, pour faire simple, et avec des préenregistrements. Donc c'est vraiment du digital plus plus, c'est ce qui se fait beaucoup dans l'événementiel classique en mode hybride, ce qu'on appelle l'hybride. Voilà, il y a des gens qui vont être en présentiel, en live streaming pour des plateaux, et puis en même temps il y a des enregistrements, et puis tout ça se fait en live. Voilà, donc on parle pas du tout de ça aujourd'hui. On parle vraiment de la virtualité au sens propre du terme, c'est-à-dire se plonger dans des environnements virtuels au sens 3D du terme, donc des environnements en 3 dimensions, donc vraiment un peu comme des jeux vidéo, quoi, si vous voulez, avec la notion d'avatar qui, elle, vient remplacer la notion de visio. Donc on n'est plus représenté par sa propre visio, on est représenté par un avatar qui a du coup la chance de pouvoir se déplacer et être en interaction avec les autres individus qui sont eux-mêmes représentés avec des avatars. Donc après, il y a plein de formules d'avatar au niveau customisation, je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite, mais le principe c'est celui-là. Donc la plupart des gens viennent, les entreprises viennent demander ce type de service parce qu'ils sont un peu fatigués des services digitaux qui leur apportent une partie de ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire se réunir à distance, mais il y a une partie qui ne répond pas à leur demande, qui est de retrouver de l'interaction, retrouver du lien Mm. social et d'avoir finalement des meetings beaucoup plus flat et pas top-down où tout le monde peut participer. Et c'est ça que ces services virtuels qui peuvent se décliner pardon, sous forme de séminaires, évidemment, tout ce qui est événementiels virtuels, qui peuvent se décliner sous forme aussi plus à destination de la communication de showroom et de meeting virtuel pour montrer ses produits par exemple, ou de team building classique à distance, la même chose, et pour finir des visites virtuelles, mais ça existait déjà avant, donc j'en parlerai moins, mais du coup ça revient un peu au goût du jour évidemment puisque plus personne peut se déplacer. Donc comment je peux montrer mes offres, mes produits, mon entreprise à distance, voilà, de manière voilà, un peu gamifiante, voilà, si on devait résumer le sujet pour créer de l'enchantement. Ok. Ok. Donc c'est vraiment en fait comment sur la période en fait toi tu as vu une accélération puisque vraiment on avait besoin de retrouver du lien et c'est vraiment ça que les technologies immersives apportent selon toi. En fait, la période, on l'a vu, il y a eu à partir du mois de mars l'arrêt total de l'événementiel, c'est-à-dire la possibilité de se voir pour des salons, des séminaires, des soirées d'entreprise, etc. Mm. Du coup, évidemment, toutes les équipes se sont ruées sur ce qui existait sur le marché. Et donc, il y a effectivement, je dirais, on va dire du mois de avril-mai à décembre, il y a eu une grosse ruée sur toute la partie séminaire virtuel en termes de demande, parce qu'il fallait trouver d'autres solutions. Ce qu'on s'est aperçu sur ces sujets-là, c'est que grosso modo, il y a 3 clés d'entrée pour la partie séminaire virtuel qui vont être à peu près les mêmes pour les autres services. La première clé d'entrée, c'est est-ce que tu veux à distance ou au casque. Mm. Déjà, ça va déterminer un certain nombre de plateformes. On va pas pouvoir faire tout avec tout. Donc, il y a déjà un tri qui va être fait. Est-ce que vous voulez un service où il faut télécharger une application, donc soit un logiciel sur un ordi, soit une application dans un casque, ou
qui est consultable via un simple lien web. Déjà aussi, c'est pas tout à fait les mêmes services qui vont être proposés, parce qu'il y a des contraintes techniques, avec des avantages, des inconvénients dans les deux. Et le dernier, c'est est-ce que c'est du one-shot ou est-ce que c'est toute l'année? Parce que par exemple, quand je vais faire un séminaire virtuel sur une plateforme, je vais construire mon environnement. Est-ce que je vais utiliser que pour un coup, ou au contraire, une fois qu'il est construit, est-ce que je vais continuer à utiliser pas de manière événementielle, mais de manière récurrente. Voilà. Donc ça va être les 3 clés d'entrée qui va définir en fait le projet avec le demandeur. Voilà. Ça déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. La chose la plus criante aujourd'hui, c'est qui pose le plus de problèmes au déploiement de ces technologies, c'est que la majorité des plateformes existantes, des éditeurs existants, proposent un téléchargement d'applications. Et ça, je peux vous dire statistiquement, parce que les gens aiment bien les chiffres, donc je vais vous en donner, sur 100 leads, c'est 95 au tapis. Ouais. Le fait de devoir télécharger un exé, quoi. C'est pour des questions de cybersécurité, c'est quasiment impossible. Donc dès que vous allez sur des grosses boîtes type 440, banque, c'est mort. Donc en fait, c'est même pas la peine de discuter, ça fonctionne pas. Donc ils ne voudront pas télécharger d'applications sur tous les PC. Donc ça déjà, surtout que les applications sont souvent américaines. Donc il y a aussi ça. Voilà. Ouais. Pourquoi pour les questions de cybersécurité? C'est-à-dire pour les datas qui vont transverser ou être téléversées? Parce qu'il y a deux choses. Voilà, parce qu'il y a un soft à télécharger sur les PC et ça, ils aiment pas trop. Ouais. D'accord, parce que voilà, après il faudrait leur demander exactement, mais enfin il y a des règles qui fait que voilà, tous les PC sont sécurisés, on peut pas télécharger de .exe sur un PC de bureau, voilà, tout simplement. Ouais. Donc ça veut dire un changement, donc ça veut dire d'avoir l'accord du codir, etc., pour que le directeur informatique n'ait pas cette responsabilité-là. Donc d'ailleurs, ça c'est un point qui est très intéressant. Quand vous avez effectivement le codir qui est investi dans le projet, évidemment tout se passe beaucoup plus facilement. C'est plus simple. Quand ça vient d'en bas et que ça doit remonter jusqu'au codir, bon, le taux de transfo il est ridicule en fait, parce que ça va être bloqué à un moment donné ou à un autre. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi des serveurs web à whitelister. Il faut mettre en liste blanche des serveurs web qui sont en général les serveurs Amazon aux États-Unis. Plus après, il y a une histoire de données, où vont les données. Il y a une histoire de RGPD aussi. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, parce que c'est vraiment compliqué. Mais grosso modo, c'est à peu près les gros sujets. Donc après, il ne reste plus que la partie web. Et la partie web, bah, on a d'autres contraintes. La partie web, pour le coup, c'est complètement plug and play. Donc ça, c'est génial. Tu as un lien web, tu colles, c'est facile pour inviter les gens. Mais aujourd'hui, quasiment l'ensemble des plateformes sont limitées à 30 personnes par room. Ouais. Donc 30 personnes par room, ça veut dire que vous oubliez toutes les conventions, les séminaires, avec pas mal de monde, avec plus de 100 personnes. Donc, ouais, je dirais qu'il n'y a pas encore la solution parfaite qui serait d'avoir une plateforme WebVR, donc avec un lien web unique qui peut accueillir 100 personnes. Alors c'est en train d'arriver, j'ai ouï dire qu'on va passer à 50 d'ici septembre, mais il semblerait qu'il y a quand même des sujets Alors après c'est très technique, je ne saurais pas rentrer et vous dire exactement pourquoi on ne peut pas faire plus de 30, mais je pense que je m'adresse aux développeurs que tu es, c'est il doit y avoir un vrai sujet serveur, parce que même les plus gros, type petite sœur de Virbela Frame, donc ils ont Virbela derrière qui est quand même énorme, ils ne savent pas le faire. Donc ça ne doit pas être si simple. Et surtout, les problématiques qu'on a aujourd'hui qui sont valables sur les deux cas de figure, c'est la problématique audio. Si on est tous les quatre avec des casques comme ça marche du feu de Dieu. Le problème, c'est que sur les PC, on va avoir des gens qui ont des laptops, des gens qui ont des PC, des gens qui ont des Mac, des gens qui ont des ordinateurs modernes, des gens qui ont des ordinateurs anciens, qui n'ont pas les mêmes capacités, qui n'ont pas les mêmes bandes passantes et qui n'ont pas les mêmes casques audio. Ça fait beaucoup de sujets en même temps, et c'est là où nous, on intervient dans notre rôle, justement pour essayer de fluidifier ce process, de faire des pré-openings avant l'événement, pour essayer de voir en gros, d'aborder un maximum de monde avant le jour J, pour qu'il n'y ait pas d'expérience qui soit un petit peu abîmée à cause de certains micros ou certaines absences de micros qui généraient un problème. Donc en général, ceux qui n'ont pas de micro, c'est mute. Et quand ils parlent, ils démutent. Mais ils sont mutés tout le temps. Donc malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Et voilà. Ça, t'en vois encore beaucoup, parce que quand même, après un an là où on a tous télétravaillé, et on a tous fait des conférences Zoom, où on a quand même tous subi l'audio dégueulasse de personnes qui ont pas de micro ou de choses comme ça, t'en vois encore beaucoup, toi, des gens qui
Ça va de mieux en mieux, mais en fait, les gens, en fait, quand même, il y en a quand même une bonne partie qui bossent sur laptop. Et donc, nous, par exemple, pour le nombre de personnes qu'on voit le plus, c'est sur la partie team building, puisque là, on en fait une dizaine par mois, donc on voit beaucoup, beaucoup de gens. Et en fait, on s'aperçoit avec beaucoup de boîtes différentes. Et on a beau leur dire qu'il faut un micro, il y en a Ouais. encore qui en ont pas. J'avoue que ça commence à être une minorité. Tu as raison, c'est une minorité, c'est-à-dire sur un groupe de 40 personnes, tu vas avoir peut-être 10% qui n'ont pas de micro. Donc, tu vois, je pense qu'on a fait des progrès par rapport à il y a 8 mois. Mais dans les micros, il y a plusieurs catégories de micros. C'est vrai. Ouais, t'as plusieurs qualités, hein, très Ce clairement. que nous, on a sur la tête, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà, parce que le son, il prend que ce qu'il y a autour de la bouche et notamment, il prend pas ce qu'il y a autour de toi. C'est souvent ça le problème, c'est qu'on entend les coups de marteau-piqueur, la vaisselle derrière, parce que les gens sont chez eux, les enfants qui braillent. Donc à un moment donné, c'est ça qui se passe et qui gêne un peu tout le monde en fait. C'est qu'on entend les échos quand on n'a pas un micro unidirectionnel et comme on a aujourd'hui, t'entends tous les bruits parasites qu'il y a autour. Donc par exemple, tu prends les micros de téléphone. Micro de téléphone, Les kits main libre. les kits main libre, c'est déjà bien. Rapport à rien à voir, mais c'est pas l'idéal non plus. Donc l'idéal, c'est vraiment des micro-casques. Voilà. Donc oui, les entreprises s'équipent quand même. Elles s'équipent de plus en plus. Et du coup, je rebondis effectivement par rapport. Enfin, si tu dois faire comme ça, donc c'est 10% de personnes qui n'ont pas de micro et 10% de. Et combien de personnes du coup qui auraient des micros, justement dégueux ou qui n'auraient pas tiré les leçons finalement. Enfin, moi j'appelle ça comme ça, les leçons d'un an de télétravail parce que Moi, je rejoins Louis. Ça me paraît moi comme ça d'un point de vue extérieur complètement aberrant, mais j'ai Je plein vais de te dire, à collègues. mon avis, le problème, c'est qu'en fait, c'est les entreprises qui doivent payer les micro-casques. C'est du matériel professionnel. Donc en fait, c'est pas aux Ouais, je gens suis d'acheter des d'accord. micro-casques. Et donc en fait, c'est ça, à mon avis, la difficulté, c'est qu'il faut investir. Il faut que les boîtes comprennent qu'il faut investir dans le matériel audio. C'est vraiment important. Mais là, on n'est pas en train de parler un micro. Enfin, j'ai une petite dédicace d'ailleurs à mes collègues qui assez souvent se moquent de moi d'ailleurs avec ce type de micro. Mais si vous saviez comment c'est chiant de vous écouter dans vos micros de merde à longueur de journée, enfin, c'est con, hein, mais on en parlait d'ailleurs hein, lors des visios, mais ça consomme une charge mentale de décoder tous les petits bruits qu'il y a à côté et toutes les nuisances sonores. C'est assez fou à la fin de la journée. Mais est-ce que en France, alors tu me dis hein, si on rentre un peu dans ce débat-là, mais est-ce qu'en France, on n'est pas un petit peu prisonnier justement de ce que tu me dis, c'est-à-dire, c'est l'entreprise qui paye? Parce que là, on est en train de parler de quoi? D'un casque à 30 balles quand même. Oui, enfin, un casque entre 30 et 100 euros, quoi. T'as déjà à 80 euros, t'as des trucs très très bien. À 50 euros, tu commences à avoir des choses qui sont intéressantes. Je sais pas, c'est quelque part, c'est toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire le mieux est l'ennemi du bien. Donc en fait, on se contente de ce qu'on a. On se contente de ce qu'on a, et puis les 3/4 du temps, ça passe. Sauf que quand on parle de technologie virtuelle, il y a une donnée qu'il faut rajouter, c'est la spatialisation du son. Exactement. Qu'il n'y a pas dans Meet, et dans Teams. Donc, c'est ça. Et qui est extrêmement importante quand vous êtes nombreux, et ne serait-ce que pour une cohérence en fait, gestion de foule et compagnie, la spatialisation du son. Si vous n'avez pas testé, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas testé, vous ne pouvez pas nous dire que c'est pas bien. C'est juste révolutionnaire pour des réunions en fait en VR. Il faut expliquer peut-être ce que c'est. C'est tout simplement comme dans la vraie vie. Plus je m'éloigne, moins je t'entends. En fait, donc voilà, plus je me rapproche et plus je t'entends. Donc voilà, ça reproduit les sons de la vraie vie, ce qui est un élément aussi de pas tout à fait d'interaction, mais voilà, c'est un élément qui nous ramène au réel, voilà, qui rend l'expérience plus réelle. Voilà. Et pour le coup, au-delà de ça vous le replace dans plus ou moins loin, ça vous le replace aussi dans l'espace autour de vous. C'est-à-dire que c'est la personne à votre droite sur la table qui est en train de parler, on l'entend à droite ou on l'entend à gauche. Si vous voulez aller voir ce que ça donne en écoute comparative, il y a un meet-up qu'on avait fait avec Xavier Gibert sur le son, et on écoute justement les différences entre de la stéréo et du spatial. Vous allez voir, c'est flagrant. C'est pas du binaural, hein, parce que j'ai vu ton intervention sur le binaural. Le binaural, c'est encore autre chose. Hein. C'est encore autre chose. Voilà. Mais si vous voulez, pour mettre un petit peu de contexte, juste donner une image pour ceux qui auraient encore du mal à visualiser, c'est-à-dire que sur Meet, tout le monde est au même niveau sonore, hein, et tout le monde a déjà connu la cacophonie que ça donne à partir du moment où il y a ne serait-ce que 3 personnes qui vont parler ensemble. Là, en fait, en VR, imaginez-vous que vous avez juste à vous rapprocher de la personne que vous voulez entendre, et vous entendrez bien plus cette personne-là que les personnes qui sont en train de faire de la cacophonie à côté. C'est un confort et enfin, c'est incommensurable quand même
comme confort, très clairement. Et alors pour le coup, Oui, c'est impressionnant. on a une petite info par rapport à ce que tu disais sur Frames tout à l'heure. Il y a Gémobon dans le chat qui nous dit qu'ils sont en bêta test à 50 et ils sont en train de faire les montées en charge à 100 pour novembre. Il y a du boulot, mais ça avance. Voilà, la bonne nouvelle. Ouais. Grosse info. Grosse 50, je info. le savais, mais 100, En exclu. 100, Voilà. voilà. Bon, j'attends de voir. On va falloir tester quand Alors, même. oui, On va non, tester. non, non, après c'est des tests, et puis il y a aussi une notion simplement de polygone, parce que si tu as 100 personnes, tu as 100 personnes à afficher dans un casque. Et ça, avec avec le web VR actuel, c'est quand même très très compliqué. Mais tiens, d'ailleurs, Mais Alors, digression. ouais, Vas-y. Digression technique sur justement, on en parlait des montées, enfin voilà, du problème sur des gros événements de pouvoir mettre plus de 50 personnes dans une salle. Voilà, Microsoft a eu le problème sur VRChat, sur leur keynote il y a une semaine. Donc voilà, Mhm. ça n'a pas l'air d'être un problème simple à régler. Et ça vient quoi? De la puissance des casques ou ça vient de juste d'une bête taille de tuyaux pour les serveurs? Parce que pour le coup, mettre plus de 50 personnes sur un espace serveur, on sait très bien faire depuis longtemps. Ouais. Alors en fait, t'as un espèce de mix des deux, mais c'est pas la partie serveur la plus chiante en fait, c'est vraiment la partie casque, c'est-à-dire que le casque doit afficher ses 100 personnes. Alors après, tu as deux, trois solutions qui ont été mises en place, comme une solution de clipping. Alors c'est des solutions qui sont issues du domaine du jeu vidéo, hein. C'est-à-dire que dépasser à une certaine distance d'affichage, on va pas afficher les gens. Par exemple, et ce genre de choses. Pourquoi les plateformes, et on peut y revenir, hein, parce que sur la spatialisation du son, j'ai la même chose à faire pour Zoom. Pourquoi est-ce que effectivement les plateformes n'ont pas encore mis en place ce genre de solution entre guillemets dégradée mais temporaire? C'est-à-dire que pour l'instant on est en XR2 en plus en qualité de calcul. Bientôt on sera en 888, en Snapdragon 888, donc toujours plus. Et du coup il suffira par la suite d'augmenter cette distance d'affichage. Ouais. Pourquoi c'est pas encore fait, ça je sais pas. Mais je reviens 2 secondes sur la spatialisation du son et enfin. Sachez que effectivement, on en parle de la VR comme étant révolutionnaire et autres, mais c'est pareil. Pourquoi Zoom? Pourquoi Meet? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ce serait tellement simple d'afficher une espèce de petite map en 2D et vous vous rapprochez en fait des personnes à qui vous voulez parler sur votre conf Meet par exemple, tout simplement. Et du coup, les volumes vont s'adapter en conséquence. Et machin. Enfin, ce serait hyper plus simple que la spatialisation du son dont on parle. En VR, attention, c'est pas simple de faire de la spatialisation du son. Ça Je me vous paraît renvoie d'être une d'ailleurs excellente idée. Ils ont peut-être des API ouvertes. Il y a peut-être un business à monter là-dessus, hein, puisque je Ouais, rebondis sur ce que tu dis. Voilà, c'est toi qui es ça. Mais je vends développeur. mon idée. Si Voilà, vous avez, qui est développeur. voilà. Mais le problème, c'est que j'ai une roadmap déjà énorme. Je vends mon idée. Ok, Voilà. Si ça vous dit d'aller pousser ça à Discord ou ça à marche. Meet, mais ce serait tellement simple. Pardon. Bref. Mais ouais, Alors, du coup, distance problème effectivement de casque. Et du coup, on va y venir. Enfin, sur le web, vous utilisez quel genre de plateforme? Si on peut donner des noms, hein, si... bien sûr, juste, est-ce que si tu le permets, parce que il y a un Hmm. troisième volet entre le digital et le virtuel 3D avec Avatar, où tu te déplaces, Ouais, bien sûr. il y a une espèce il y a des solutions qui sont hybrides, Mhm. où en fait tu es dans des environnements 3D, et tu te déplaces pas avec les flèches. Tu passes de point en point. Ouais. Donc c'est l'espèce de... Bon, moi j'ai jamais adhéré à ça, parce que soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Je trouve que quand t'es au milieu, t'es ni l'un ni l'autre. Donc L'entre-deux, ouais. il Hmm. y a sûrement des cas d'usage qui sont intéressants pour ce type de... Sûrement, je vais pas tout étudier, mais... et ça pour moi, évidemment, j'ai du mal à le définir, parce que c'est pas vraiment de la VR sur le web, c'est pas vraiment du digital, t'as pas vraiment les intérêts de la VR. Je vois pas trop. Donc, je sais qu'il y a des entreprises qui font ça. Un jour, peut-être, ça serait intéressant de les inviter pour qu'ils en parlent, parce que Hmm. Mais je Non. vois que ça existe. Je En vois tout que cas, ça toi, de ton existe. point de vue, effectivement, le côté Ça entre crée une deux, tu vois pas confusion. l'intérêt. Ça Ouais, crée une c'est ça. confusion surtout. Ça crée une confusion, c'est-à-dire que les gens ils comprennent plus rien en fait. Hmm. Autant le digital et le virtuel, on voit bien la différence. Autant là, c'est du virtuel digital, on sait pas trop, du digitalo virtuel. Enfin voilà, ça crée une forme de confusion. Donc je sais pas quoi dire de plus sur ces sujets-là, mais je voulais juste vous le dire qu'il y Ouais, a aussi cet ça hybride. existe. Tu penses à quoi comme type de Donc solution, par exemple? je me souviens plus des noms. Je l'ai vu passer parce que je me suis fait démarcher par de ces boîtes. Mhm. Et il y a une autre société, alors son nom c'est Steelink ou je sais plus,
qui a aussi fait du web VR, donc en VR pour le coup, mais qui a résolu le problème du nombre. Alors c'est un demi-résolution. Il a réussi à passer à 60, où tu as 30 personnes qui sont effectivement présentes et qui peuvent se mouvoir dans l'application, et tu as 30 personnes en ghost, c'est-à-dire en mode fantôme. Donc en fait, ils sont là, mais ils peuvent pas interagir. Mais ils sont là pour pouvoir suivre la conférence à 60. Donc on voit quand même qu'il y a une... et c'est une boîte française. Donc on voit quand même qu'il y a une effervescence quand même autour de ça pour essayer de... Voilà, il y a plein de solutions. Bon, des fois, ça bricole un peu. On essaie... Voilà, de toute façon, ce sont des technologies émergentes. Donc ça bricole encore pour essayer de trouver les bonnes solutions. Bon, néanmoins, ça a l'air de fonctionner. Donc voilà. Surtout sur le web, d'ailleurs. Sur le web, voilà. Pour la problématique du nombre. Voilà. Donc, ils ont trouvé ça comme solution. Voilà. Bon, voilà. Après, comment là, ça se passe pour toi voilà. Du coup, tu fais beaucoup de pédagogie, j'imagine, avec tes clients. Comment ça se passe? Comment on les amène, en fait, à adopter ce genre de solution, là où j'imagine que... Surtout, tu parlais de clients grands comptes. Moi qui ai connu l'époque de transition avec Skype, notamment, Into Teams, où on va pas les citer, hein, mais voilà, on change d'outil et c'est la Bérésina. Comment on les amène à utiliser ce genre de solution? Est-ce que tu as été obligé de trouver des subterfuges, par exemple, pour leur faire passer la pilule, ou comment ça se passe? Ou ils sont de bonne volonté? Non, parce que c'est eux qui viennent me voir. Ouais. Donc nous, on travaille principalement en flux entrant. Donc c'est eux qui viennent nous voir. Donc ils ont déjà envie de découvrir ça. Donc en général, quand ils viennent, ils sont relativement mûrs dans leur approche. C'est-à-dire que la phase découverte, c'était il y a 8 mois. Maintenant, ils ont vu des choses. Ils ont vu des séminaires sur Virbela. Il s'est passé des choses. Donc je dirais qu'on n'est plus au tout début sur la phase d'évangélisation. Donc ils savent à peu près à quoi s'attendre, tout en sachant pas vraiment de quoi il s'agit. Et donc là, on se retrouve exactement dans les mêmes sujets que la VR au casque. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas de quoi on parle, en fait. Oui. C'est ça l'histoire. Donc, moi, c'est très simple. En fait, je les emmène tout de suite. Donc, on se donne rendez-vous sur Meet et on va tout de suite sur la plateforme. Et en fait, la démonstration se fait en live sur la plateforme. Du coup, on peut tester le son, comment tout fonctionne, les interactions. Donc, ils ont très rapidement les éléments qui leur permettent de valider ou non le projet pour eux. Et les freins, la plupart du temps, en dehors des aspects techniques, des contraintes techniques dont on a parlé, les freins, c'est plutôt des freins à l'usage, c'est-à-dire gérer des flèches pour avancer et la souris pour regarder, comme dans un jeu vidéo. Donc quand tu es gamer, pas de problème. Mais en fait, rien que ça, c'est un frein. Donc effectivement, pour répondre à ta question, dans l'organisation du séminaire virtuel, il y a un certain nombre d'étapes, dont les étapes de pré-formation, où on les fait venir tous, et voilà, on fait des tests, on leur apprend à utiliser, après ils s'apprennent entre eux, hein, on fait pas tout, après entre eux ils se parlent, et la notion d'avatar qui plaît beaucoup, parce que quand se crée son avatar, c'est je pensais pas que ça allait plaire autant. Je trouvais que c'était un peu gadget au départ, de manière avec des a priori. Et puis en fait, en voyant les utilisateurs utiliser la customisation de l'avatar, je me rends compte que ça fait le même effet que se déguiser pour aller à une soirée. Tu rentres dans un personnage et donc tu crées l'enchantement comme ça. Et du coup, il y a une espèce de smile qui s'établit parce que on s'est fait son personnage. Et des fois, c'est des personnages qui sont très ressemblants ou pas du tout ressemblants. Donc les deux cas de figure fonctionnent, parce que le pas du tout ressemblant, les collègues se marrent, etc. Donc il faut utiliser ça. Et ça plaît bien. Voilà, donc ça va être ça. Après, ce que je leur dis aussi, c'est faire un événement. Donc là, on est plutôt sur comment je passe d'un événement présentiel à un événement digital. Digital au sens large du terme, c'est-à-dire un événement à distance. Voilà, c'est ça le bon mot, un événement à distance. Donc, en fait, on peut pas reproduire des événements présentiels à 300 personnes en faisant 300 personnes à distance. En fait, pourquoi je dis ça? Parce que quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils cherchent l'interaction. Quand tu es 300 personnes, l'interaction, c'est tu vas te retrouver sous un format conférence quand même, avec du top-down. Tu as une personne qui parle, voilà. Sauf que tu as plein d'éléments d'interaction qui vont venir se rajouter entre les deux. Mais sur la partie pure convention,
finalement, tu vas te retrouver sur une convention assez classique sur le moment de la convention, c'est-à-dire sur le moment où le patron il parle. Il va parler à 300 personnes. Donc de toute façon, là, on va se retrouver dans un format normal. Mais ce qui va être intéressant, c'est tout ce qu'on va faire autour, c'est-à-dire derrière les boardrooms, les ateliers, les team building, où là, on va récupérer vraiment toute la puissance de l'interaction. Voilà. Ouais. Donc moi, Et je les encore, pendant la encourage. convention, on pourrait trouver des idées, effectivement. Enfin, moi, j'ai Ah, beaucoup il y en a. réfléchi sur le sujet. D'ailleurs, on pourra Ouais. on pourra en parler a posteriori. Mais ouais, il y a des petits trucs à faire, je pense. Il y a Mais des trucs. effectivement, je suis exactement comme toi, hein. L'idée, en fait, c'est pas de transposer un média sur un autre, parce que ça marche pas, ça n'a aucun intérêt. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher, de redonner, en fait, enfin, de donner, en fait, tout simplement des codes à ce que pourrait être un séminaire en VR, jouer sur la démesure, entre autres, jouer sur vraiment tout ce que fait la VR, en fait, enfin, tout ce que fait de la VR, voilà. Et pas forcément aller uniquement copier ce qui se faisait déjà, quoi. Mais pour les ateliers team building, la VR, c'est génial. Enfin, moi j'ai pu faire des ateliers, enfin, on avait des conceptions d'ateliers, si tu veux, en gameplay pseudo-asymétrique, où tu plongeais les personnes dans le noir, et il fallait qu'elles s'entraident, en fait, enfin, dans le noir, dans la très grosse pénombre. Il fallait qu'elle s'entraide justement avec le son, justement avec, enfin voilà, pouvoir comme ça faire des. On a fait pas mal de proof of concept et c'est génial, les gens ressortent ravis. Alors nous par contre, et ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que enfin, parce que je sais que dans le WebVR, on n'a pas le hand tracking pour l'instant. Ou en tout cas dans des phases vraiment bêta, et par rapport au retour, moi que j'en avais fait, c'est très problématique. Même les manettes d'un casque VR sont problématiques du coup. Est-ce que toi, le hand tracking, si demain tu l'as, est-ce que c'est quelque chose, finalement, tu arrêtes de présenter les contrôleurs et du coup tu passes cash au hand tracking Voilà, alors là, ou pas? tu prends les devants, les devants de devant. Pour Ouais. l'instant, ce qu'on fait au casque aujourd'hui, au casque, hein, on fait Mhm. pas de web VR au casque, c'est-à-dire d'ouvrir le navigateur web du casque. Ça passe toujours par les D'accord. applications. Donc là, Mhm. là en décembre, on a fait un event pour Facebook France au casque, sur Alspace, sur Oculus. Ouais. Et il faut reconnaître que, évidemment, moi-même j'étais surpris. On était 30 quand même, donc ça fonctionnait extrêmement bien, parce que tout le monde a le même device. Donc il n'y a Mhm. plus de problème de device. Et quand c'est encapsulé dans une application, évidemment, ça marche bien aussi. Donc Enfin, ça a été il y a vraiment eu zéro bug, mais zéro. Donc ça a marché c'est génial ça. parfaitement pour tout le monde. Donc les meetings virtuels au casque ont vraiment de l'avenir, à tel point que maintenant ils veulent équiper, ils veulent faire leur meeting au casque, leur meeting de Mhm. tous les jours. Donc voilà, bon, c'était un cas particulier parce qu'il faut équiper tout le monde. Donc il y a peu de boîtes qui sont aujourd'hui capables d'équiper en casque toute leur entreprise. Mais pour le coup, c'est assez fantastique. Là, on parle vraiment d'un truc, d'une High expérience level. de Ouais. travail high level. Franchement, c'est vraiment Mhm. chouette. Euh, pour le hand tracking, etc., écoute, sur la partie événementielle, on va dire, ça va revenir, ça reviendra en septembre. Les gens n'en sont pas encore là, en fait. Ouais. C'est-à-dire D'accord. que aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt pour nous, opérateurs de réalité virtuelle, c'est comment on va maîtriser une flotte de casques. Comment on peut maîtriser une flotte de casques en présentiel. Donc, il y a pas mal de projets qui sont en train de se développer autour de ça, Mhm. parce que avec les casques autonomes, je dirais que maintenant, le matériel est suffisamment mature, il manque plus que le soft pour piloter tout ça. Et là, on va pouvoir effectivement produire des expériences multijoueurs au casque, qui peuvent être d'ailleurs faites sur des plateformes dont on parlait tout à l'heure, qui fonctionnent au casque Oui, aussi. tout à fait. Mhm. Donc, pour moi, c'est ça l'objectif, c'est vraiment le déploiement massif, et c'est pas forcément d'aller chercher le dernier truc en vogue qui va bien, sauf dans certains cas de figure où Ouais. effectivement tu produis une prestation où tu montres ce que c'est que le hand tracking. Mais Ouais. sinon, d'une manière Mhm. générale, ces 3 dernières années, on faisait de la VR en solo. Là, Mhm. maintenant, on va pouvoir faire de la VR en multijoueur, ce qui est Ce qui qui change change tout, en fait. radicalement la donne, Ouais. hein. Qui change tout. Voilà, ça change Non, tout. puis je vois bien, du coup, ça me permet de mieux cerner en fait ta problématique principale, qui est vraiment de fournir quelque chose de clé en main. Je pense que c'est essentiel pour C'est tes ça, clients, c'est-à-dire que zéro stress, zéro bug, c'est ça. ça, c'est ton credo, quoi. Ok. Ah, de Et toute donc, du façon, coup, pour le on est déploiement obligé de de masse, on n'a pas tout le baquer choix. 1000 fois. Ça, Hmm. pour le Comment? déploiement, pour le déploiement de masse, je pense que de toute façon, on n'a pas le choix.
que d'avoir des systèmes qui soient packagés et robustes, où un client, ça doit pas lui poser beaucoup plus de problèmes que d'appuyer sur le bouton on/off de son PC, quoi. C'est déjà, Ouais, c'est ça. sinon, Mm. c'est Exactement. aujourd'hui pour moi, et je suis complètement d'accord avec ton analyse sur le sujet, hein, c'est le point le plus difficile aujourd'hui à lever, il est là, il est de faire en sorte que les gens déjà se posent les bonnes questions et aient confiance dans la technologie et soient ensuite capables Mm. de l'appliquer dans plein de domaines, ceux que tu proposes ou d'autres comme l'information par exemple. Mais s'ils n'ont pas confiance dans le matériel qui va leur être proposé, déjà ils se frotteront pas à l'expérience et au moindre bug ils diront bon bah ça marche pas, c'est nul, c'est pas mature et puis on reviendra dans 4 ans. Mm. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas, Ce qui s'est un peu et passé je reviens un d'ailleurs. peu Hein. sur cette question-là. Ce qui s'est un peu passé. Je reviens un peu sur cette question-là. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de réticence qu'on ne voit pas dans les pays américains, enfin aux États-Unis typiquement, mais pas que. Est-ce qu'en France, il n'y a pas une espèce de réticence à se dire ouh là là, c'est nouveau, c'est nouveau. À l'aide support, à l'aide, tout a planté chez moi. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il faudrait pas essayer d'insuffler comme ça dans les entreprises? Parce que je vois bien en fait enfin, je pense, imaginer en tout cas les personnes qui viennent vers toi, Alexis. Du coup, généralement c'est des teams un peu moteurs dans l'entreprise, des gens, soit des services agiles, soit des services de la conduite du changement, parce que ce sont des teams bien spécifiques maintenant dans les grands groupes. Et du coup, comment c'est pris en bas, en fait, enfin, entre guillemets plus bas. Il n'y a pas de notion de hiérarchie, mais en tout cas, enfin, on va Bon, dire. Sur- je vais te donner deux cas clients, je vais pas les citer, mais deux cas clients avec qui c'est passé Mhm, où c'était assez similaire, sauf qu'il y a un cas où on a eu un problème, il y a un cas où tout s'est passé parfaitement. Donc, mhm, mais finalement, on a eu à peu près les mêmes ressorts au départ. Tu as effectivement une équipe un peu, alors souvent la com, souvent voilà, qui veut aller chercher, bon, qui veut répondre aux problématiques d'interaction dont on a parlé, mais qui veut aussi donner une image plus innovante. Voilà, il y a aussi ça, parce que ouais, derrière, on peut communiquer autour de ces événements. Comme c'est nouveau, ce que bien je leur sûr. dis, c'est quand même une prime au premier entrant. Derrière, quand tu communiques sur ton événement virtuel, bon bah les gens regardent, ils disent c'est quoi ce truc, toi. Donc c'est quand même assez intéressant. Il y a du ROI là-dessus aussi. Clairement. Donc Merci il y a toujours ces beaucoup. premiers, voilà, ces pionniers qui veulent faire. Et puis après, il faut convaincre, faut remonter. Et alors effectivement, on revient au DSI. Souvent, le DSI, alors c'est pas que le DSI. Le DSI, c'est pour la partie technique, mais une fois qu'il a la validation, il est OK, il n'y a pas de problème, c'est OK. Mm. Donc après, il peut y avoir des difficultés, par exemple, parce que le chef ou le surchef, N plus 1, N plus 2, il veut pas assumer un éventuel dysfonctionnement. Parce que, parce qu'en Ouais, fait, c'est nouveau. Donc moi je leur dis c'est nouveau. Ça va pas. Vous attendez pas à avoir un truc complètement mature comme Zoom ou Teams. C'est pas vrai. Par contre, vous allez avoir un et truc assez encore. formidable. Et encore, il manque des trucs comme tu disais tout à l'heure. Je vous en prie. Euh, il se peut qu'il y ait des petits problèmes de son, mais qu'on va régler, etc. Donc on est Mm. là le jour J pour voir, pour identifier les problèmes qui ont des sons, pour les régler avec eux à côté, etc. Donc on fait tout pour en amont pour que ça fonctionne. Et ça demande presque plus de ressources en amont que peut-être un événement normal en fait. Ouais. Et c'est pour ça que les événements virtuels sont pas forcément moins chers que les événements physiques d'ailleurs. Ça faut aussi l'avoir en tête. Mm. Donc Important tu à veux signaler, effectivement. Mm. important à signaler. Tu veux faire un événement de 300 personnes sur Virbella, ça va te coûter entre 7 et 10 000 euros. Mm. Donc, il y a des équipes qui a beaucoup de gens en fait pour gérer ça. Ouais. Euh, et donc, il y a ces problèmes-là où à tout moment ils peuvent se désolidariser. Voilà. Par contre, Mm. comme à chaque fois ça fonctionne et que les gens sont contents parce qu'en fait on retrouve les mêmes. Tu sais, alors c'est pas l'effet waouh du casque, tu vois, t'as quand même pas cet effet waouh, faut pas exagérer, mais il y a un espèce d'enchantement quand même dans ces technos Mm. que tu retrouves. Et ça a été une vraie surprise pour moi parce que au début, le web VR, les acteurs de la VR, on ne voulait pas en entendre parler parce que justement, il n'y a pas l'immersion. Donc ça nous semblait être une espèce de sous VR d'une certaine manière. Alors qu'en Ouais. fait, on s'aperçoit que la logique est à peu près la même, c'est-à-dire c'est très gamifiant, tu es dans des environnements 3D, c'est beau, etc. Et D'accord. donc, c'est nouveau. Et donc, il y a une forme d'enchantement des gens, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, même s'il y a un petit bug de son à un instant T, c'est un succès à la fin.
en fait, de ce que moi j'ai vu. Alors peut-être qu'on opère bien aussi, mais c'est toujours un succès. Et là, quand c'est un succès, bah, évidemment, il y a tout le monde qui se raccroche évidemment au bateau. Donc c'était mon idée. voilà, donc c'était mon idée. C'est là où le DSI, exactement. voilà. C'était mon idée. C'est Donc ça, là où le ça, je DSI l'ai vu. revient en disant c'est moi. Voilà. Non, pas forcément le DSI, mais par exemple, le directeur commercial, le directeur marketing, ouais. qui s'est pas occupé du sujet du tout. Et voilà, donc c'est assez intéressant de voir. Mais bon, ça c'est des choses assez traditionnelles dans la société. Il y a rien de nouveau. Néanmoins, il peut y avoir une défiance par rapport à une prise de risque. Donc oui, il y a une prise de risque. Aller vers la nouveauté, aller faire des choses un peu plus modernes. C'est aussi ça c'est aussi la raison pour laquelle ils viennent. Donc après, il faut le faire. Voilà, c'est ça le sujet. Mais c'est exactement ce que je dis, comme pour les confinements avec la VR. En fait, vous pouvez pas faire de cinéma, vous pouvez pas faire de concerts, vous pouvez pas faire de festival. Je vais m'arrêter là parce que c'est à peu près les choses que je fais que je faisais du moins régulièrement. Déjà, vous économisez des sous. Pourquoi et en fait, le seul médium en période de confinement et autres, c'est la VR qui vous permet de vous évader un petit peu. Pourquoi ne pas tenter? C'est-à-dire, même si vous avez des réticences, pourquoi ne pas tenter? Vous avez maintenant des solutions comme Amazon. Vous commandez un casque, si ça vous plaît pas, vous le rebalancez. Bon, c'est pas très écologique, on est d'accord. Mais par contre, ça vous permet de voir. Et puis les casques sont pas chers, tu vois. Aujourd'hui, on peut penser tout ce qu'on veut de Facebook, etc. Ah bah 350 €. Et... 350 €, le meilleur casque du marché. Voilà. Et du coup, c'est un bon rapport qualité-prix. Et du coup, je fais un petit peu le même constat dans l'événementiel, c'est-à-dire que c'est quoi votre alternative? Enfin, et là, je vais m'adresser plus aux entreprises qui peuvent nous regarder, mais c'est quoi l'alternative en fait? C'est une conf Zoom sur laquelle vous avez 50 personnes, ou c'est complètement inaudible, ou ça sera en conf descendante et où la plupart vont faire la cuisine pendant qu'ils vont vous écouter. Si, à tant soit peu qu'ils vous écoutent, vous aurez déjà beaucoup de chance. Donc, tentez en fait ces solutions innovantes, justement. On est dans une période où il faut le faire. Vraiment. Enfin, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais, parce que derrière, après, on va reprendre une petite vie. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Une bonne partie de notre petite vie. Et je reste persuadé qu'on va pas tirer 30%, qu'on va pas garder 30% du Rex en fait qu'on peut faire là du Covid. Mais c'est mon côté un peu défaitiste. Mais tentez, quoi. Tentez l'innovation, justement. Vous avez tout à gagner, quoi. Et c'est d'ailleurs pas toujours les entreprises les plus jeunes ou les plus innovantes ou les plus modernes qui font le pas. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais, complètement. Nous, on voit par exemple pour les showrooms virtuels. Alors évidemment, c'est assez logique puisque ça s'adresse aux entreprises qui fabriquent des produits. Donc, du coup, on a des entreprises du secteur secondaire, des fabricants, etc. Donc, ce sont des PME, des ETI, des grosses PME industrielles et qui font coup double. Donc, on peut leur proposer de monter des showrooms qui sont en plus collaboratifs. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'ils peuvent en même temps montrer leurs produits 24/24 en libre service, mais ils peuvent aussi pitcher, ils peuvent aussi accompagner leurs clients quand ils viennent. Donc, on remet finalement du lien et du meeting dans l'esprit même de montrer ses produits. Donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant et en ce moment, on a pas mal de traction sur ces sujets-là. Ces sujets-là, c'est vraiment les sujets depuis le début d'année. Voilà. Ouais, carrément. Louis, on nous dit ça, on a quelques petits soucis. Je viens de vérifier là, c'est plus. On a des drops de réseau. C'est la beauté de la fibre là où je suis. Je vais essayer de voir s'il y a des trucs qui consomment dans un coin. C'est ce que je suis en train de regarder là sur mon réseau. Je fais au mieux. Désolé les gars. Ça marche. Non, mais aucun problème. Non, c'est parce que juste pour expliquer un peu à Alexis, du coup, on a eu quelques petits soucis hier que normalement j'ai réglé, mais qui m'ont rendu un peu parano. Vas-y Louis, on coupe juste 30 petites secondes. Non, mais allez-y, continuez, je reviens, je vais juste voir un truc et je reprends en cours de route. Ça marche. Pour revenir sur ton sujet de l'événementiel, aujourd'hui en entertainment, évidemment, l'offre est quand même assez limitée, puisqu'il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien dans les entreprises et il n'y a plus rien non plus dans les magasins, donc dans les espaces d'entertainment. Donc, nous, c'est un vrai problème dans ma boîte de dire voilà, comment on continue de créer du lien, comment on garde en fait le lien à minima, et surtout comment on en crée pour des nouveaux qui arriveraient dans l'entreprise et tout, dans ces périodes compliquées. Ouais. Eh ben, écoute, moi, de ce que j'ai vu, il y a encore une bonne partie du marché qui utilise du Zoom, du Teams, avec des opérateurs qui créent des jeux d'équipe sur ces outils-là. Des outils qui sont utilisés pour faire du nombre,
Encore une fois, c'est pour faire du nombre. Donc, tu vas te retrouver avec t'as un game master pour 80 personnes. Ouais. Donc bon, faut voir la qualité. Il y en a des très bien, il y en a des très pourris. Voilà, je les connais pas tous, mais nous, en fait, on fait la même chose en team building Avatar, donc sur le même principe, sur exactement les mêmes demandes des clients. Ils viennent nous voir parce qu'ils ont déjà fait du Zoom, du Teams, et ils veulent un truc gamifiant, nouveau. C'est pareil, c'est la même chose. Et en fait, on va retrouver les mêmes problématiques de nombre. C'est-à-dire que le Zoom, le Meet, je vais faire du nombre, et le WebVR, bah, je vais faire des petits nombres. Donc, Ouais, c'est ça. je vais faire des petits nombres, c'est-à-dire on arrive en tordant un peu le cou à la plateforme intelligemment, on arrive à passer jusqu'à 50 personnes. Ouais, mais comme tu disais, enfin, comme on le disait en début de meeting, ça c'est un verrou technologique qui va tendre du coup à se dissiper avec la connaissance et la maîtrise en fait des technos. Donc, Tout à fait. Mm. Et pour faire ça, on est obligé de faire des petites équipes. Donc là, on en revient à l'accompagnement nécessaire pour ces services virtuels qui justifient notre présence. C'est que, par exemple, on a un Game Master pour 8 personnes maximum. Ouais. Et c'est parce que, en fait, ces modèles-là nécessitent une petite conduite du changement dans un temps très court. Donc, tu as en gros 1 heure d'entertainment et 1/2 heure de briefing et de mise en route. C'est-à-dire apprendre à se déplacer, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a des formats comme ça qui sont très guidés. Ouais, ok. C'est ça qui assure le succès de l'opération. Un peu comme un escape moment, il y a game. quelqu'un qui est perdu. Du coup. L'escape game, c'est juste un format. Mais, oui, non, mais tout oui, à fait, non, mais comme c'est un ça, escape game. Exactement. Comme un escape game, tout à fait. Voilà. Donc tu retrouves, tu vois, il y a des similitudes en fait. C'est à peu près ça. Donc les boîtes nous disent on veut faire 120 personnes. On dit on va faire plusieurs sessions. Plusieurs sessions de 40 personnes. Voilà, 3 sessions de 40 personnes. Tout à fait. Après, c'est pas toujours possible, mais voilà. Il y a un mot du coup qui revient souvent et j'aimerais qu'on rebondisse dessus, c'est le mot gamification. Effectivement, on parlait d'avatar, donc forcément. Est-ce que tu puises, enfin, je pense connaître la réponse, mais est-ce que du coup tu puises dans les enrichissements en fait que le gaming en fait a pu nous apporter ces dernières années? Et enfin voilà, je vais m'arrêter à cette question-là, je rebondirai après sur une autre. Mais et jusqu'où est-ce que tu vas, par exemple, typiquement? Parce que je vois moi pour la notion d'avatar, c'est vrai que on l'a pas vraiment découverte, la passion pour les gens, pour les avatars et tout, on le savait. Et on sait aussi que plus ils vont pouvoir s'éclater avec les avatars, plus ils vont pouvoir se l'approprier, et plus en fait ils vont être d'autant plus participatifs, j'ai envie de dire, si on peut prendre ce mot-là, du coup dans l'expérience. Est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple du domaine du jeu vidéo, que comme ça vous vous réappropriez dans des codes un peu différents, mais parce qu'au final c'est un petit peu la même chose, hein. On s'en rapproche. En fait, on peut même se demander, puisque les plateformes multijoueurs en jeu vidéo, ça existe depuis des lustres. Donc, donc là, en fait, il y a tout un autre pan de l'économie qui redéveloppe quelque chose qui ressemble à un jeu vidéo pour un usage professionnel. Effectivement, quand tu vois la maturité donc des avatars, des environnements 3D, du côté multijoueur des jeux vidéo, c'est à des années-lumière de ce qu'on fait sur le côté professionnel. Il y a un écart qui est immense. Je me suis toujours posé la question, mais c'est peut-être pas leur business. Pourquoi il n'y a pas une branche de eSport ou je ne sais quel éditeur qui utilise sa techno pour faire du virtuel 3D avec Avatar? Parce que finalement, alors j'imagine. Donc là, je m'adresse à toi qui connais peut-être les pendants, mais j'imagine que c'est pas du tout les mêmes moteurs graphiques, les mêmes codes sources, etc. Non, mais c'est sûr, mais néanmoins. On peut faire un parallèle parce qu'effectivement, tu as raison. Finalement, on se retrouve avec son avatar à être comme dans un jeu vidéo. Et pour autant, aujourd'hui, on a les premières fonctionnalités du jeu vidéo. On est au tout début des fonctionnalités. Donc, je te dirais, la gamification, pour répondre à ta question, elle fonctionne d'entrée de jeu. C'est-à-dire sans aller créer un parcours gamifiant. Tu vois, avec des médailles, toute la notion de gamification. On a un gros problème de son. Marche d'elle-même, en fait. Et j'arrive pas à savoir si ça vient de chez moi ou si c'est un problème ailleurs. Dans le chat, là, on me dit problème. Je vais arrêter mon partage déjà. Alors, moi, j'en ai plus beaucoup. Voilà. Remets le partage, s'il te plaît. Ouais, ok. Sans l'afficher. En fait, moi, je vais pas l'afficher. Je vais pas le regarder le stream. On va voir ce que ça donne. Parce que en fait, sinon, ça te décale dans les scènes. D'accord. Okay.
Est-ce que toi, t'es bon de ton côté et est-ce que c'est de mon côté en fait que ça en fout partout? Parce qu'on dit c'est le même souci qu'hier et avant-hier, je pense, même après le redémarrage, vous gardez le retard sur le chat. Ok. Euh, Vous êtes toujours là? Ouais. Oui, 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 Ouais, moi moi je suis toujours là. j'entends très bien. Euh, Ouais. Ouais, et alors, alors pour est-ce que le chat nous entend correctement? Est-ce que ça y est, vous nous entendez correctement? Je suis désolé de... alors en fait, on a le son du coup plutôt bien, très très bien. Ouais. Par contre, l'image est figée. Mais l'image est figée aussi, moi, sur mon retour. Au niveau de la source. Trop bizarre. J'ai l'impression que ça y est. Non, non, l'image est figée. Mais le son continue. On est passé en mode podcast et plus web TV. C'est intéressant. Euh, Le son a l'air bon, en tout cas. Dites-nous dans le chat, le son a l'air pas mal. Moi, j'entends. Enfin, j'ai le chat sur mon téléphone sous les yeux, mais y a rien de. Zut! C'est quoi ce Ah! bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non, bah, mon son est bon, là, sur le retour. Alors, Ah, attends. Parce qu'en plus, il y a un petit décalage. j'ai la. Ok. Non, côté son, ça a l'air d'être bon. Par contre, effectivement, j'ai une image figée. Mais je l'ai aussi dans ce que je recapte de chez toi. Ouais, donc c'est mon réseau qui est claqué au sol en fait. C'est intéressant. Ouais, et par contre, on a un délai de malade. Là, on a bien 30 secondes de délai, chose que d'habitude, on n'a pas. Ok. C'est chelou. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Bon, on va finir comme ça si en tout cas le son est bon. Et là, moi, il me dit que tout est au vert partout. J'ai tout viré. Il n'y a plus rien sur la bague à part moi. Euh, Ouais, parce que tu vois, on nous répond seulement maintenant, on nous dit ouais, la leçon est ok. la La régie régie est en en PLS. PLS. Oui, la régie est en PLS. Bah écoute, on va finir comme ça. Et puis, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Mais je pense que je vais appeler mon fournisseur d'accès préféré. Donc, lui dire, je suis pas Ouais, parce content que du là, tout. je suis à 1000 kbps là pour te donner un ordre d'idée. Ouais. Euh, alors que tu dois être réglé peut-être sur du 6000 ou un truc comme ça. Donc ouais, je pense que tu dois avoir. En fait, ça fluctue. Ouais, ça fluctue assez énervé. Je vais essayer de récupérer une autre box. Bon, bah, en attendant, là, ça a l'air d'être revenu à peu près clairement. Ouais, côté Euh, son, ouais, ça a l'air d'être bon. donc, on va continuer la discussion comme ça, et puis on changera de image revenue. Ah, Bon, bah, ça a l'air d'être. Ok, ça a l'air d'être bon. Pardon d'avoir interrompu. ouais, sur mon retour, l'image est revenue chez toi, en tout cas. Ouais. Ouais, ouais, ça y est, Euh, je le vois aussi. Désolé, Alexis, c'est Pardon, Alexis. les aléas Je t'en prie. du direct. Et du coup, moi, j'avais une question pour rebondir un petit peu, parce que moi, je trouve ça, je trouve ça toujours intéressant de m'intéresser au business plan en fait des entreprises qui viennent nous voir. Et il y a un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup dans cet aspect, toujours dans cet aspect gamification, parce qu'il y a énormément de recherches. Alors, les millennials vont encore me dire, oui, tu t'attaques à nous et tout, mais toujours est-il qu'il y a énormément, sachez-le, de recherches sur le monde du travail par rapport à votre génération et celle d'après, et oui, c'est celle d'après. Parce que beaucoup de codes ont changé, y compris l'attention, y compris la sensibilisation, enfin ouais, c'est l'attention, le focus, et le fait que vous soyez constamment, du coup, inondé de notifications, chose qui, à 20 ans, par exemple, typiquement, on n'avait pas. Donc les codes sont en train de changer. La partie gamification, on le sait, est une solution justement pour ces générations-là. Est-ce que tu penses du coup que ça rentre en synergie avec ce que tu proposes toi et que du coup ça va amplifier un petit peu ce phénomène de bah, on veut des conférences, mais on le voit hein, de plus en plus de séminaires, maintenant il y a des jeux au sein des séminaires, on le voyait déjà il y a quelques années, hein, 1 ou 2 ans, ça commençait à exploser. J'avais fait un séminaire de chez Coca, typiquement. Je suis du serious game en fait. Ouais, c'est ça, de chez Coca où finalement ils avaient gamifié intégralement finalement la J'ai- conférence. Enfin, donc, est-ce que tu crois que tout ça, ça va aller vraiment en s'amplifiant et qu'on va même arriver sur des générations finalement où dans quelques années, ces mecs-là seront à des postes de décision assez haut placés et carrément insuffleront du coup on arrivera justement à des DSI qui diront OK, Banco, ça je sais le mettre en place et ça je le veux pour mes équipes, je veux ça et vous me le mettez en place. Ou...
Alors il y a plein de clés d'entrée dans ta question. Désolé. Pour la partie cible, c'est-à-dire les millennials, donc les étudiants, on va dire, Mhm. voilà. Oui, ça marche, je peux même te le dire, puisque j'ai eu une demande d'un gros centre de formation à destination de l'apprentissage de l'alternance qui veut utiliser cette plateforme justement pour rentrer dans un univers gamifiant, Mhm. alors gamifiant au sens jeu vidéo, et parce que ça correspond au code de cette génération-là. Exactement. Ouais. Euh, Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du jeu vidéo. En fait, le jeu vidéo, c'est plus Ah, seulement un sujet de geek. c'est le Je veux divertissement, dire, c'est le c'est du premier divertissement divertissement. mondial. C'est C'est le le premier premier. divertissement Ouais. mondial. C'est en chiffre d'affaires, etc. Donc, c'est très utilisé. Bah, évidemment, plus t'es jeune, plus tu utilises. Mais donc oui, la réponse, c'est ils venaient nous chercher pour avoir une offre qui soit vraiment en adéquation avec cette cible. Mm. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Après, sur la partie, est-ce que la gamification, bon, moi je suis pas un expert en gamification, si on parle vraiment des logiques de gamification. Mhm. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le serious game en entreprise s'est considérablement développé et que, évidemment, c'est-à-dire le serious game, je traite un serious game professionnel, donc je traite une problématique professionnelle sous forme d'un jeu. Voilà. Donc Ouais. pour le rendre plus attractif, plus attrayant, plus ce que tu veux, on est plus impliqué, c'est plus sympa, plus ludique, etc. Au lieu de se faire un truc classique. Là, je pense qu'avec effectivement tous ces serious games qui sont en phase de maturité ou déjà matures, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui se font avec différents outils, plus les outils de VR, soft et casque qui sont maintenant matures, si on fait la réunion des deux, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce qu'on peut faire du serious game en immersion, et ça, pour le coup, ça peut être un truc fantastique, avec en plus des médias 360, des visites virtuelles 360. Enfin, on peut faire des choses extraordinaires avec ce que l'immersion apporte au niveau du cerveau, de l'ancrage mémoriel, que n'ont pas toutes les autres technologies. Donc, Ouais, bien sûr. pour le coup, ça, c'est un sujet d'avenir que je regarde. D'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse, je sais pas si on aura mes coordonnées à la fin, mais Si. Ah, bien sûr, si. c'est un sujet que j'aimerais bien développer dans le cadre de mes activités et avec peut-être des gens plus performants sur la partie gamification, parce que je pense qu'il y a vraiment des jolies choses à faire et ça peut répondre véritablement à des besoins, parce que l'immersion, même sur, pensez même à des sujets de sécurité, tu vois? Des sujets de sécurité où tu fais des simulations, Mhm. d'évacuation de building ou de prise de terreau. Il y a vraiment des choses à faire qui sont très intéressantes. Ou plus simplement, des simulations classiques de management, de crise ou des choses comme ça. Voilà. Par exemple. Ouais, tout à fait. Donc, Et je même pense dans que tout l'événementiel, est on parlait de team building, il y a énormément de choses. Enfin, alors là, j'ai plein d'idées là-dessus. Avec l'immersion, il y a moyen de faire vraiment des trucs ouais. où les gens ressortent avec un waouh. Donc, oui. C'est waouh, on a fait ça. Bah, Ouais. qui sort du commun, Ouais, quoi. Oui, je pense que ouais, 2000, complètement. là, l'année qui arrive, à la sortie du Covid, ça va être un gros Mm. changement. Je pense qu'il va y avoir parce qu'avec la maturité qui s'est passée sur les services virtuels plus la maturité du hardware, Ça va matcher à un ça, moment c'est en donné. train de Ouais. se rejoindre. Ça va matcher à un moment donné. Donc, je pense qu'on n'aura plus tu vois, tu disais tout à l'heure que Louis, que les gens ils achètent pas de casque parce que ils ont été déçus, j'en sais rien. Je pense qu'on va passer au-delà de ça. Mm. On va sûrement passer au-delà de ça. Aussi parce qu'il y a des flottes de casques dans les entreprises aussi. Ça, faut pas l'oublier. Si. C'est ça. Maintenant, il y a une traction des entreprises. Ils ont acheté des centaines de casques pour faire de la formation, notamment. Mm. Donc, il y a aussi ça parce que, en gros, ces dernières années, qui faisait la promotion de la VR? Ce sont des entreprises comme moi qui font de l'événementiel VR, où finalement, on va dans toutes les entreprises faire de la VR entertainment, en gros. Mm. Les boîtes en interne qui font de la formation. Et puis voilà, il y avait pas tellement d'autres choses. Après, tu vas à la Fnac, t'achètes ton casque, ou tu vas effectivement sur certains médias comme ETR qui ont participé sur la partie média à tout Mm. cette évangélisation. Là, je pense qu'on va passer à un autre stade. On va vraiment passer Ouais, à un autre complètement. stade. Et je rejoins un peu. Alors, le cardboard a fait beaucoup de mal, ça c'est Cardboard a certain. fait du mal. Mais par contre, on va passer un petit peu cette vague-là de déception, entre guillemets. C'est bon. Généralement, on s'aperçoit que là, on rentre en fait dans la phase où ceux qui ont testé un cardboard en 2016, qui ont été déçus, avaient un avis négatif sur la VR
commence à retomber là dans les périodes où justement ils réutilisent des casques parce que il y en a un dans la famille. Enfin bref, il y a un renouveau en fait, une deuxième curiosité en fait qui vient se faire. Il Elle est manque naturelle, elle se calcule et il c'est manque bon signe. quelques gros titres encore. Et bah, elle va Ah oui. Il y a simplifier la avec sortie Apple, je d'Alix pense. Encore. Et elle va s'amplifier c'est effectivement un avec vrai les grosses jeu. marques. Il manque quelques gros flagships d'éditeurs classiques qui font une sortie VR sur quelque chose de vraiment premium, comme la sortie d'Alix qui était vraiment un Ouais. bel Ouais. Ah bah moi je vise opus. beaucoup sur deux licences, là, Assassin's Creed Splinter Cell là, qui devrait arriver Sur Quest 2, Quest ouais. par exemple. Hein. Franchement, il sort, Mais ça va décoller aussi. C'est ça aussi que. Parce que prenons la cible des gamers. Les gamers sont pas du tout VR. Que en moyenne, effectivement. cette frange de population, moi-même j'étais un peu gamer sur Battlefield, on veut quelque chose d'extrêmement mature, on veut son ordi, contrôler sa carte graphique, contrôler sa souris au micron près, tu vois, donc les FPS, etc. En VR, on n'est pas là-dedans, on n'était pas là-dedans, et je pense que aussi avec la maturité des casques, on va pouvoir se rapprocher d'un niveau que les gamers pourraient apprécier, parce que je Bah pense après, que pour ceux qui veulent bidouiller, ça a toujours été plus ou moins un terrain assez favorable, par contre. Mais c'est vrai qu'il restait ceux qui aiment un peu bidouiller, mais pas trop, où effectivement, là c'était pas sec. Ouais, je te rejoins clairement là-dessus. Ouais. donc on va voir, mais j'attends de voir les chiffres des ventes. Je sais pas, peut-être vous les avez, les chiffres des ventes de Noël de casques. C'est très Euh, secret. Ça, le c'est chiffre ça, c'est quelque qu'on peut, chose qui m'énerve. le chiffre qu'on peut donner Vas-y, là, oui. qui a été sorti, et on en reparlera justement sur les news juste après, mais tu as Facebook a communiqué sur le fait que depuis 2019, donc depuis la sortie du Quest 2, le compagnon Oculus a été téléchargé 4 millions de fois sur des appareils, ce qui veut un peu tout et rien dire, mais en gros, ils ont quand même, enfin, ça veut dire qu'ils ont vendu de l'unité, mine de rien. Et après, tu parlais d'Alix. Autant, il me semble que le nombre de casques index dans la nature, on n'est pas complètement au fait de combien il y en a. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que quand ils ont annoncé Alix, ils ont asséché le marché de l'index et ils ont été en galère pour livrer pendant 8 mois. Quoi. Ouais. Ouais. Et pas Je que crois à qu'on est cause à du Covid. 250 000. Ouais, tout à fait. On est C'est à bien ça. 250 000 Il unités, manque hein, si mes souvenirs sont bons, de sources Big Data. Je crois que c'est Big Data, la source. En tout cas, vous pouvez le retrouver sur mes réseaux LinkedIn. On l'avait posté, ainsi que d'autres. Il me semble qu'on est à 250 000 unités. Ce qui, pour Valve, est quand même... Enfin, pour quelque chose qu'on trouve pas chez Boulanger. Enfin, faut remettre aussi dans son contexte. C'est Oui, quand qui même s'achète déjà que faut chez se Steam. transmettre. Et puis qui fait partie des casques 3 fois plus cher que le marché moyen en ce moment, quoi. Donc, on est sur un billet d'entrée à 1100 euros, enfin 1060. Passez-moi les centimes. Ouais, il est à 1100 On le est à pack, quoi. 1100 euros, quoi. Mais Voilà, par c'est ça. contre, Et puis, Oculus, ils ont. Autant ils annoncent pas le nombre de casques exact, autant ils commencent quand même à annoncer du gros chiffre. Là, ce truc ouais. sur le Ouais, compagnon, ça, voilà, ils ont et puis passé. top des ventes Amazon à sa sortie. Enfin, je veux Ouais, dire, il y a beaucoup d'indicateurs quand même, hein, qui font que on sait que ça marche bien. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine réelle opacité et qui fait peur aux investisseurs en plus, hein, parce que Mm. forcément, quand on communique pas les chiffres. Alors déjà, quand on communique les faux, bon, remarque qu'ils ont tendance à se faire avoir comme pour CD Projekt, mais ça c'est autre chose. Mais quand on communique pas du tout, pour eux, ça trigger d'emblée sur dire, oh là, il y a un loup. Il y a un loup, il y a quelque chose, il y a un truc. Et ça, je pense que quand on arrivera à lever ça, parce que je pense qu'il y a vraiment un loup aussi, hein, c'est-à-dire que là, si demain ils communiquent les chiffres, bah, ça va faire peur, entre guillemets, parce que tout le monde va plus ou moins s'attendre à au moins le double, un truc comme ça. Et tu vois, tu me dis 4 millions sur l'Oculus Quest, donc j'imagine c'est Quest et Quest 2, Ouais, c'est parce ça. que du Enfin, coup c'est le compagnon Oculus, donc voilà, moi ça me paraît vraiment petit au final, vraiment Ils ont petit. rattrapé PS, non? C'était à peu près les chiffres de Ouais. PS, non? ouais, et puis là, ils sont On quand est à même passés. 5,6 si mes confrères de Ouais, c'est un peu plus. VR4Player voilà, nous écoutent, j'ai bien retenu. C'est 5,6 millions de PSVR Et vendus. il y a quand même le fait aussi que l'Oculus soit passé en premier casque sur Steam. Depuis quelques Hmm. semaines maintenant, c'est le casque le plus utilisé sur Steam. Voilà, c'est pas neutre. 56 parts de marché.
Ouais, 56% des parts de marché est détenu par Facebook sur la mais plateforme Steam. c'est ça, ce qui est assez Donc, dingue. Mais tu vois, enfin, on n'a pas encore, et c'est tout à fait vrai, les chiffres exacts de ce qui se passe. Mais on sent quand même que c'est en train de prendre de l'ampleur. Alors après, ah oui, par contre, oui. quelle est la taille de la vague? Ça, c'est un peu la question. Et moi, je suis quand même vraiment curieux, et même en n'étant pas pro Apple, tout ça, ils ont une fanbase qui bouge et qui achète des produits trop chers, alors qu'on ne devrait pas. Ouh là là, Mais malheureux. Malheureux. N'allons pas nous mettre les fans d'Apple là-dessus. voilà, non, non, Voilà, mais par vous contre, achetez au bon prix. mais par contre, ils sortent un casque de VR. Ce qu'on peut quand même, enfin moi, ce que j'accorderais bien volontiers à Apple, c'est qu'ils taffent toujours l'ergonomie, ils taffent toujours le style de leur truc, et du coup, on va quand même avoir un produit normalement qui va être très qualitatif et super simple à utiliser. Probablement encore plus simple à utiliser qu'un Quest parce qu'ils auraient eu le temps de le désosser pendant 2 ans pour voir un peu comment ça fonctionnait et trouver Et c'est les les clés champions de qui font bien. l'UX. Et c'est les champions de l'UX. Donc du coup, on va avoir un nouveau C'est leur marque de device là, fabrique. qui devrait quand même permettre aussi d'amener des nouvelles personnes et des personnes qui seraient pas allées. Je pense que Apple, je pense qu'ils sont capables de toucher des gens qui seraient pas du tout allés vers la VR à la base, mais qui iront Ah parce oui, que c'est clairement. Apple. Une date de Et sortie ou pas? alors, T'as l'air un peu pistonné. J'ai l'impression que tu sais des trucs qu'on sait oula, pas. oula, non, non, On est sur du 2022. On est 2022 sur du minimum, ouais. 2022 avec potentiellement quelque chose qui fuiterait bien avant. Parce qu'il faut faire vite. Mais parce que nouveau marché hein, pour Apple aussi. Ils en ont marre en fait. Hein, Apple, ça fait des années hein, qu'ils en ont marre de vous sortir des iPhones. Bon, vous courez tous après, d'accord. Mais en fait, il n'y a rien dedans, il n'y a rien de nouveau. Et eux-mêmes, Un ça les lidar. saoule et ils l'ont avoué. Donc en fait, ils attendent vraiment cette techno-là pour la diffuser et refaire une sorte de révolution comme ils avaient pu faire avant. Mais Ils ont tout, hein. Ils ont les lidars, enfin voilà, ouais, ils ont toute la techno. Maintenant, il faut tout rassembler, il faut mettre de l'UX dedans. Je suis vraiment curieux, effectivement, de voir cette boîte-là. ouais. Je- Il y a Apple pour le grand public et Nintendo que j'aimerais bien voir effectivement dans le monde du jeu vidéo, parce que je trouve que c'est des licences qui me manquent énormément, mais ça c'est vraiment full, mais voilà, full, Nintendo, c'est full étonnant. jeu pour le coup. C'est étonnant qu'il soit pas retourné parce que c'est quand même, faut le donner à Nintendo. C'est les premiers à avoir fait un casque grand public en réalité virtuelle dans les années 90. Hmm. C'était inutilisable, mais c'est les premiers à l'avoir fait. Et avec la Switch, ils ont fait Ouais. des premières tentatives justement avec des mix de Joy-Con, d'écran, tout ça, donc assez proche d'un cardboard. Ouais. Et peut-être que ils nous ont ressorti un, mais en même temps, ça me semble pas vraiment dans la trajectoire de Nintendo, tu vois, qui à l'inverse de toutes les consoles est plutôt sur le full multi. Et je vois le casque de réalité virtuelle, je le vois pas tu vois, dans la feuille de route. Non, mais Nintendo, il pourrait nous sortir un Mario Kart en VR. Tu vois ce que je veux Il dire? existe, Mario Kart en il VR, où il y a... existe En et il est AR. Oui, génial. Et tu l'as en mais AR. c'est pas la licence Nintendo. Et on l'a en arrière. Si, en fait, il existe, mais en salle d'arcade. Hein. J'ai pu le tester à Londres. Et donc, tu es D'accord. vraiment dans un kart. Et donc, c'est des Ça doit être HTC Vive. Hein, fabuleux, c'est des HTC Vive premier du sûr. nom et des Vive Tracker, mais ça fait carrément le taf. Enfin, je veux dire, non, c'est Bien génial. sûr. C'est génial. C'est juste génial. Ça doit être génial. Mais voilà, mais effectivement, donc c'est de l'essence et toutes ces marques-là, Apple, Samsung, et puis derrière il y a la réalité augmentée enfin la XR qui vient se mettre dessus. On sait que fin de cette année, début de l'année prochaine, ça va être vraiment le plein boom. Enfin là à l'heure actuelle, tout ce qui touche de près ou de loin à du verre est monopolisé pour créer des lunettes. Donc voilà, ça va vraiment être un plein boom et ça va aussi ouvrir les yeux dans une dimension un peu différente à des casques qui sont plus occultants, c'est sûr, mais en tout cas à se dire bah pourquoi pas. Et tout ça va faire que la VR du coup va devenir. D'ailleurs, entre parenthèses, dans les entreprises, moi j'ai jamais cru, et c'était l'un de mes soucis, je n'ai jamais cru que l'entreprise achètera les casques VR pour ses employés. Pour moi, on gère pas un parc de casques VR comme on gère un parc de PC. Le PC, tu le nettoies, c'est très bien, tu peux le refiler. Pour moi, dans l'idéal, alors je parle vraiment d'un idéal, hein, le casque, il est perso. Vraiment perso. T'es Je sur me vois le pas. bring your own device, quoi. Comme les Voilà, c'est smartphones. ça. Je ne me vois pas prêter mon casque, bah, typiquement, payé ou pas par l'entreprise, mon casque audio à mon collègue, parce que, enfin,
Si, ou alors on peut le faire, mais dans des circonstances très particulières, parce que tu as confiance à ton collègue, parce que voilà. Mais Non, non, ou parce que tu as les outils de désinfection. ouais, ou Donc parce que aujourd'hui, aussi tu as les bons outils. aujourd'hui Ouais, c'est mûr. Voilà, tu prends une Cleanbox, ça fait le taf. Tu vois. ouais, Elle ouais, est, elle est, elle est, elle est désinfectée et séchée. Donc tu prends le casque, il est sec, t'as pas la transpi de ton collègue d'avant, et il est c'est ça. désinfecté. Donc aujourd'hui, quand même, tu vois, quand on parlait de maturité, je dis ça parce qu'on la distribue la Cleanbox en France. Quand on parlait Ouais, de maturité, en fait, on voit bien que même cet aspect sanitaire, qui était tend à un disparaître. Du aspect coup. un peu confort avant le Covid, c'était plus d'une logique de confort. Donc on achetait des mousses, on bricolait, bon voilà, tu passais une lingette, mais bon, t'as le truc qui est à moitié mouillé avec une lingette. Et c'était pas J'étais suffisant plus dans le pour confort, hein. s'équiper. Voilà. Hein? Pour pratiquer les salons depuis des années, j'étais Ouais. dans le confort, hein. Je suis passé Ouais, derrière ouais, des là, gens, après, on bon, après, citera pas de nom, hein, mais après, si t'es opérateur, c'est autre chose. Mais dans les aujourd'hui, salons, là, toutes les grosses boîtes qui ont investi dans des flottes, naturellement, ils achètent des clean box avec. Ce que je sais pas, c'est le traitement de leur flotte. C'est-à-dire de quel traitement comptable ils font justement pour voir si c'est une charge, s'ils considèrent que c'est un produit qui va être mort dans l'année, d'accord, ou au hmm, contraire, c'est un investissement que tu vas amortir sur sur plusieurs 3 ans. années. Ouais. Donc, Ouais. je pense que ces investissements, quand c'est des grosses commandes, mais pour les amortir sur 3 ans, néanmoins, ils sont très vigilants. Moi, j'ai eu nombre de retours de boîtes du CAC 40 qui disent attention, la Cleanbox, ça va abîmer nos casques. Donc, ils font très attention quand même à leur parc matériel. Mais tu vois, Très ça, Ouais, attention. c'est une mais vraie question des ROI et qui va être un problème permanent en réalité virtuelle. C'est comment est-ce qu'on calcule un ROI d'une formation, d'un outil de collab à distance, voilà, où aujourd'hui, c'est quand même, ça reste assez compliqué. Il y a des choses qui se font et on peut bricoler des trucs, sur mais une formation à distance, ça peut se faire assez bien. Sur une formation à distance, c'est un an plus tard, combien j'ai de SAV typiquement sur ma formation, combien, enfin tu vois, est-ce que mes employés étaient mieux formés, est-ce qu'ils sont plus oui, sensibilisés, mais est-ce que, enfin quand tu tu vois. veux le vendre, t'as pas le un an après. Ah, bah non, mais ça c'est Ouais, certain. mais Mais oui, mais regarde, ça a beaucoup bougé là-dessus aussi. C'est vrai Mm. qu'avant, on n'avait pas de chiffres à donner. On disait, OK, une vidéo 360, ça équivaut, grosso modo, ça fait 5 fois plus de clics qu'une vidéo classique, tu vois, sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, mhm. il y a une boîte qui a sorti ses stats à un moment donné, donc tout le monde s'en est servi. Donc, au début, c'est vrai que t'as pas d'infos. Il y a pas mal d'infos quand même qui sont sorties. Maintenant, notamment dans la formation, c'est très clair que la formation immersive, vous, vous êtes bien placé pour le savoir chez France Immersive Learning, il y a, il y a, il y a un input qui est sans commune mesure avec un autre type de formation, puisque tu es complètement acteur, et maintenant tout le Mhm. monde le sait plus ou moins dans la formation. Tout le monde, Donc, je sais pas, tu mais vois, ça se démocratise, on est d'accord. voilà, tu vois, enfin, tu vois, il y a quand même un environnement, les gens l'ont vu, en fait, les Mm. gens l'ont vu. Voilà, les gens l'ont vu dans les boîtes, l'ont vu dans les salons, ils ont vu que ça Ouais. marchait en fait. Voilà. Donc ouais, il faut un petit peu de temps, on n'en est plus là, tu vois, on n'en est plus là. Je pense qu'aujourd'hui, pour le coup, l'aspect immersif de la formation, elle fait le job à 100%. D'ailleurs, même sur des choses très simples parce que très faciles à comprendre. Quand tu fais une formation manuelle, tu comprends bien tout l'intérêt de la formation manuelle. Mhm. Évidemment, tu vas pas devoir aller sur site, aller bouger des pipelines de gaz. Tu vas pouvoir faire ça en sécurité, en reproduisant les gestes pour faire les gestes parfaits le jour J. Là où c'est plus compliqué, c'est sur le soft skill. Sur le soft skill, pour aller chercher le ROI, et d'ailleurs pour aller même chercher l'intérêt de l'immersion pour faire du soft skill, faut voir, c'est discutable. Ouais. Est-ce que mettre un casque pour faire du soft skill, est-ce que c'est vraiment... Donc le soft skill, c'est... Ouais, bah, apprendre à parler en public, typiquement, ça peut alors être apprendre, ça peut être apprendre à un parler soft au skill. public, on voit là, peut-être ça c'est peut-être intelligent parce qu'effectivement tu as un public devant toi, tu simules un public. Mhm. Mais par exemple pour du management ou pour des choses comme ça, tu vois, on voit bien que c'est un peu plus compliqué parce que on est plus dans l'intuit personnel si tu veux. Donc en fait, voilà, ça marche pas pour tout la VR, tu vois. Il faut bien choisir ses combats, voilà. Je pense. Ouais, tout à fait. Non, non, mais je suis Voilà. d'accord. Ah ben attention, c'est tech for good avant tout. Et ça, je le dirai jamais aux pros, assez aux pros. Alors là, pour le coup, c'est aux pros ouais, faut pas en pousser partout. Parce Ah qu'après, bah non. en fait, il y a déjà un tel effort de pédagogie. Je pense que c'est pas vous qui allez me contredire, messieurs, au niveau des clients, enfin, ou des prospects en règle générale. Euh, Effectivement, moi je tire à boulet rouge sur ceux qui veulent en mettre partout, à l'écœurement, voire même carrément quand c'est complètement inapproprié. Du coup, ça a un effet complètement pervers, enfin, à l'inverse finalement de ce qu'on cherche à avoir. Ça, c'est indéniable. Bah, c'est Il le y en meilleur a moyen hein, pour sur qu'ils le utilisent marché, dans un malheureusement. carton.
Bah voilà, c'est ça. Il y en a malheureusement sur le marché. Il faut quand même. Enfin voilà, faut qu'on soit tous vigilants par rapport à ça. Et bah ouais, parce que du coup, ça serait le premier facteur de mécompréhension, on va dire, dans le domaine professionnel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les éléments. C'est-à-dire que l'aspect sur la concentration, sur la mémorisation, l'ancrage mémoriel dont tu parlais au début, L'engagement. Sur les émotions. l'immersion, l'engagement, tout y est. Pour faire. Alors, même si je crois plus en la formation continue, je pense que l'un des axes en fait sur lequel il faudrait aller, c'est plus sur la formation continue que la formation initiale. C'est-à-dire que les gens, ça leur brise pas vraiment. Par contre, c'est plus cher, on est d'accord, hein. Mais ça brise pas vraiment leurs habitudes au début. Mais par contre, la formation continue, l'avantage, c'est que tu peux la faire tous les ans. C'est-à-dire que tu peux revérifier en fait que tes employés maintiennent leur level ou un truc comme ça. Et avec le télétravail où on est de plus en plus résultiste, on s'attache aux résultats avant tout. C'est-à-dire que on commence un petit peu à l'américaine, vous savez, à arrêter en France, et c'est pas plus mal, d'avoir ses employés constamment devant les yeux. Là, parce que là, si je l'ai pas là, qui me dit qu'il est pas en train de tondre la pelouse, il fait beau et tout. Donc ça, on arrête un petit peu d'avoir cette mentalité-là avec le Covid, et heureusement, pour se baser un petit peu sur du résultat. Un peu plus sur du résultat. Et pour moi, la formation continue, ça peut être un très très bon levier au niveau des entreprises pour dire, voilà, à moindre coût, une fois développé, hein, forcément, une fois que vous aurez rentabilisé 1 ou 2 ans, bah, vous avez un moyen très simple pour vos employés de se maintenir à jour. Ça peut être plutôt sympa. La formation initiale, j'ai toujours trouvé que c'était hyper. Bah là, on parlait de conduite du changement, c'est radical, quoi. Puis c'est des Vraiment mastodontes, très hein. très La radical. formation initiale, ils sont. Voilà, c'est des Ah ouais. mastodontes. Là, C'est compliqué à bouger. Mm. Mais. tu as mis le point sur un vrai sujet de la VR aussi, qui est la mise à jour des contenus. Ah bah ça. Ouais. Parce que ça aussi, et notamment pour les Oui. formations type vente, où tu as des produits qui changent, etc., ça peut être assez compliqué parce que si tu fais du classique Unreal Unity, qu'il faut que tu redemandes pour changer un truc, il faut régénérer un APK, le repousser dans tous les casques, ça peut être Après, il y a des assez compliqué. solutions. Les solutions, bien sûr. Il y a Mais des solutions où tu mixes le côté internet et le côté applicatif. Tout le monde y pense pas, on est d'accord. Et puis bon, on va pas se le voilà. cacher non plus, c'est aussi un business, hein. Quand il faut régénérer une APK, c'est rarement gratuit. Ah bah non, Euh, c'est bien de ça dont je donc parle. pour l'instant, C'est que malheureusement, c'est quand même du boulot. C'est quand même du c'est ça. boulot C'est et ça. voilà. Non, 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 mais tout à fait. Mais par contre, il y aurait des solutions, c'est-à-dire à penser son application en amont pour qu'elle soit effectivement modulable, tout simplement. C'est ce qu'on fait sur le net la plupart du temps. C'est-à-dire que vous ne développez pas un site en dehors d'événementiel. On développe plus maintenant de sites one shot, hyper, enfin voilà, qui peuvent pas être modulables de façon administrable. Voilà, je cherchais le mot. Ouais, administrable, Administrable de façon très tout rapide. à fait. Bah Donc il ça, faut c'est un penser des aussi points ces que je mets en applications. avant Tout à fait. Il faut penser ces applications Unity, pour les Unreal. services virtuels, justement. Voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Et ça lève un point effectivement colossal aussi derrière, c'est qu'il faut pouvoir donner confiance en ses prospects sur la pérennisation du process. C'est-à-dire que c'est essentiel pour un ROI, hein. Le premier truc qui vient, du coup, c'est l'échelle de temps. Et effectivement, si on peut pas garantir que dans 2 ans, l'application elle est toujours viable, valide, toujours opérationnelle, parce qu'on aura pu faire un petit refresh, parce que voilà, bah oui, forcément, c'est catastrophique et on va avoir l'impression de jeter du pognon par les fenêtres pour se dire, voilà, c'est pour 6 mois. Voilà. Et donc, du coup, il y a vraiment cette échelle de temps. Et là, moi-même, en tant que techos, du coup, je suis un petit peu ennuyé parce que je vois le monde qui avance hyper rapidement. Vous savez, on est un petit peu dans l'époque Android il y a 6 ans où franchement, ça changeait tous les 3 mois. Tous les 3 mois, tu changeais Enfin, voilà, c'était impossible à développer sur Android à cette époque parce que tu as tout qui changeait tout le temps. Et là, il faut qu'on arrive à stabiliser. Donc là, on a des standards qui qui sont enfin implémentés, mais c'est tout récent. Et on va enfin pouvoir apporter un peu de stabilité en fait et dire à nos clients, du coup, non, l'application que je vous ai livrée dans 2 ans, elle est encore viable. Et si on la pense modulaire, si vous pouvez l'administrer, charge à vous de l'administrer ou pas, mais en tout cas, elle fonctionnera. Et ça, c'était encore des trucs, c'est là où je me dis qu'on a passé un cap, c'est qu'il y a encore 1 an, c'était incapable. Enfin, je ne pouvais pas, moi, en tout cas, me prononcer en tant qu'expert en disant, dans 1 an, votre application, elle est encore viable. Et là, je pense qu'on a passé voilà, des caps aussi. Et c'est valable aussi bah, pour tous les éditeurs dont tu parlais, Alexis. C'est-à-dire que eux, ça leur ouvre les portes parce que enfin, ils vont pouvoir
ils ont une structure et ils vont pouvoir l'améliorer plutôt que de devoir la repenser à chaque fois parce que tout change. Et c'est peut-être aussi les raisons, on touche peut-être du doigt les raisons pour lesquelles effectivement il y a plein de manques à l'heure actuelle et qu'ils n'ont pas encore mis l'accent à mort sur l'optimisation. C'est-à-dire qu'ils devaient reconstruire à chaque fois tout et voilà. Et on va arriver dans cette phase-là, si on n'y est pas encore déjà, et ça c'est plutôt cool. Messieurs, il va falloir qu'on en reste là, parce que je sens bien qu'on est bien parti dans cette discussion et qu'on pourrait passer la soirée ensemble. Exactement, exactement. Ah mais c'est l'heure de l'apéro là, donc moi je veux bien rester, mais je vais chercher une bière dans le frigo. C'est comme vous voulez. Allez Banco, et on fait l'émission de news avec une bière. Ouais, allez, moi ça me va. Ce qui justifiera mes dérives. C'est ça, on se fera moins galer. Ça marche. En tout cas, Alexis, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. C'était super sympa de ta part. Et puis, tu reviens nous voir quand tu veux. C'était super cool. Ouais. Dès que tu as des annonces ou juste envie de venir discuter, merci à vous. Tu prends un créneau et puis on se retrouve là. Avec plaisir. Ça roule. Et en attendant le chat, merci pour tous les gens qui sont là encore ce soir, c'est super cool. Ouais. YouTube en replay, c'est sympa. Venez en live, vous allez voir, c'est encore mieux. Pour ceux qui... Ouais. Dites-vous que si vous avez des questions suite à cette vidéo YouTube et autres, commentaire YouTube, déjà, c'est plutôt cool. Et France Immersive Learning y répondra bien sûr. Mais en live, c'est encore mieux parce que vous avez directement l'expert qui peut vous répondre. Et les questions, généralement, on les relaye. Je dis généralement, s'il y a des loupés, n'hésitez pas à me corriger dans le chat. Si on a loupé les questions, mes excuses. Des fois, ça va un peu vite, mais voilà. C'est toujours mieux en live, en effet. En tout cas, dans le chat, je vous ai mis le nom d'Alexis. Vous pouvez le retrouver sur LinkedIn. YouTube, c'est dans la description de la vidéo. Comme ça, vous arrivez directement sur son profil. Et il y a le lien vers le site web de VR Academy aussi. Voilà, je crois que c'est bien. Pour ceux qui sont live, restez. Dans une dizaine de minutes, on va lancer les news. Et puis après, ça sera Lenny qui prend le reste de la soirée.